Salut à tous, c'est Geoffrey de Vinstache et aujourd'hui pour ce troisième épisode de ce vin qui m'a marqué, j'ai décidé de vous présenter un domaine qui commence doucement à se faire une petite réputation et dont vous avez peut-être déjà entendu parler, le domaine de la Romanée Conti. Donc, pour ceux et celles qui auraient leur radar à ironie en panne, le domaine de la Romanée Conti, c'est tout bonnement le domaine le plus iconique au monde. Voilà, c'est dit. Désolé pour les Bordelais qui me citeront Pétrus, les Avignonnais qui hurleront Raias, ou même encore les Italiens qui scanderont le nom de Sassicaia, mais le fait est qu'aujourd'hui, la propriété bourguignonne qui explose tous les scores lors des ventes aux enchères, c'est le domaine de la Romanée Conti, la DRC, pour les intimes. Le guide de la revue du vin de France ? 4 étoiles sur 4. Bien sûr, les bouteilles sont rares et terriblement chères, mais la magie qui s'en dégage, à condition de donner au vin le temps de prendre forme en bouteille, ne peut laisser personne indifférent. Un nez d'aubépine et de ronces, d'une élégance folle et pénétrante, annonce la bouche ciselée de la Romanée Conti, évanescente mais verticale, dont la pureté cristalline et précieuse suscite l'émotion. Cette véritable essence de pinot fin semble murmurer avec une fabuleuse persistance, tel un écho qui résonne longtemps. Le guide bétonne plus de sauve ? 5 étoiles sur 5. Bien qu'il pilote le domaine le plus recherché de la planète, Aubert de Villaine a su montrer au monde que rigueur et passion peuvent parfaitement cohabiter avec une modestie exemplaire. Le domaine dispose d'une incroyable collection de grands crus. Au sommet, la Romanée Conti développe son exceptionnel bouquet et sa plénitude de constitution sans égale. La Romanée Conti, un vin rare et convoité, d'autant plus qu'il ne représente que 6 à 7% de la production annuelle du domaine. En effet, toi, le néophyte, là, qui est totalement dépassé à l'idée de se dire que certains flacons peuvent quasiment valoir un demi-million de dollars, eh bien je vais te faire un petit rappel. Ça, c'est le village de Vaune-Romanée, une bourgade de Bourgogne relativement charmante. Cette commune a donné son nom à une appellation, l'appellation Vaune-Romanée. Celle-ci contient tout un tas de champs de vignes, de parcelles, de climats, comme on les appelle en Bourgogne, et qui sont proprement délimités. Les parcelles les plus communes sont classées villages, les plus réputées premiers crus et les plus mythiques grands crus. Tellement mythiques même que ces grands crus ont eu le droit à leur propre appellation. La DRC, c'est donc un domaine, le domaine de la Romanée Conti, qui possède en monopole, donc à 100%, la parcelle, le climat, classé grand cru de la Romanée Conti, à partir de laquelle elle vinifie environ 6200 bouteilles par an, mais elle possède aussi d'autres parcelles, toutes classées grand cru, comme La Tâche, dont elle a aussi le monopole, Richebourg, Romanée Saint-Vivant, les Grands Échezeaux, etc., etc. Et si, comme dit précédemment, le grand cru de la Romanée Conti ne représente qu'un 15e des bouteilles mises sur le marché par la structure, il n'en demeure pas moins qu'il reste le vin le plus convoité. Ainsi, pendant de nombreuses années, Aubert de Villaine, son copropriétaire, a essayé de freiner la hausse des prix en rationnant son grand cru iconique. Par exemple, en 1997, si vous vouliez obtenir une bouteille de Romanée Conti, il vous fallait acquérir une caisse de 12 contenant 2 échezeaux, 2 grands échezeaux, 2 Romanée Saint-Vivant, 2 Richebourg, 3 La Tâche et, bien évidemment, une Romanée Conti. Ce système de caisse, qui se voulait le plus égalitaire possible, a aujourd'hui été abandonné à cause de certaines dérives et les dirigeants ont dû resserrer la vis. La Romanée Conti ne peut plus être vendue qu'en portions infimes avec les autres grands crus et chaque année, cette part évoluera en fonction de la production totale du millésime. Et si bien évidemment je n'ai aucune idée des prix de vente actuels en direct du domaine, puisque n'étant pas locataire de la propriété, j'ai appris, grâce au très complet ouvrage Romanée Conti de Richard Aulnay, qu'en 2003, pour le millésime 1999, les prix TTC étaient les suivants. Son climat emblématique flirtant avec la barre des 1000 €. Mais au fond, qu'est-ce qui fait que la Romanée Conti déchaîne autant les passions et pourquoi voulais-je tant déguster ce vin dont je vous reparlerai en détail après. Évidemment, il y a tout d'abord une indéniable question de terroir. Je ne rentrerai pas plus en détail car je compte bien vous faire un épisode sur la Bourgogne où j'aborderai le génie de la géologie et du terroir. Mais pour vous donner un exemple concret, vous voyez ces climats là ? Ceux dits de Suchot. Ils sont bordés au sud par les grands crus Richebourg et Romanée Saint-Vivant et au nord par le grand cru Échezeaux. Pourtant, les Suchots, eux, ne sont que premiers crus. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a une légère dépression géologique à cet endroit. Ainsi, lorsqu'il pleut, l'eau a tendance à stagner. Il y a donc moins de stress hydrique pour la plante, qui a donc moins besoin de puiser dans ses réserves, et, in fine, les raisins sont moins mûrs. Or, comme 95% de la qualité du vin vient de la matière première, les vignes des Suchots,
qui atteignent des maturités moindres que celles de ses prestigieuses voisines, n'ont été érigés qu'au rang de premier cru. C'est du génie qu'on vous dit. Ainsi, si la Romanée Conti repose sur des sols bruns calcaires fortement argileux, à une altitude de 275 mètres avec une pente inférieure à 10% et dont l'exposition plein est lui permet de capter rapidement la chaleur du soleil, le climat de la Romanée, tout court et qui n'appartient pas à la DRC, se caractérise lui par une pente plus importante, et une texture moins argileuse pour une altitude de 280 mètres. Romanée Saint-Vivant possède des sols voisins, mais plus profonds, etc., etc. Un grand terroir pour une maigre production donc, mais ça n'explique pas tout. Le grand cru de la Romanée, tout court, détenu en monopole par le domaine Comte Liger Belair, est l'appellation la plus petite de France avec ses 0,8452 hectares. Elle ne produit que 3600 bouteilles à l'année contre les 6200 bouteilles issues des 1,450 hectares de la Romanée Conti. Alors, pourquoi diantre la Romanée Conti est-elle plus cotée ? Eh bien, parce que depuis le 17 juillet 1760, ce vin n'est pas fait pour vous. Ni pour moi d'ailleurs. En effet, à cette date précise fut signée la vente du domaine à Louis-François de Bourbon, prince de Conti, un descendant de la maison capétienne de Bourbon-Conti, qui fut un brillant compagnon d'armes du roi Louis XV. Or, ce noble prince n'était pas qu'un stratège émérite, c'était aussi un épicurien et un jouisseur. Un homme qui aimait mener grand train, un personnage dont on disait qu'il avait le goût de la science et de la littérature, et qui savait s'exprimer en public. Bien évidemment, c'était un coureur de jupons, mais le genre de jupons fabriqué chez Hermès, puisque ses maîtresses n'étaient que des comtesses, comme Marie-Charlotte Hippolyte de Campé de Saujon. Bref, tout ça pour vous dire que le mec était pété d'oseille, que c'était un séducteur et un bringueur hors norme, et qu'il adorait inviter les plus grandes têtes couronnées d'Europe dans son palais du Temple à Paris. Lorsqu'il invitait, la légende dit que cela donnait place à de véritables orgies culinaires. Orgies culinaires où il servait un vin d'élite, dont la totalité de la production était destinée exclusivement à l'usage personnel du prince et de ses convives. Ce vin, vous vous en doutez, c'était le vin de la Romanée Conti. En clair, vous ne pouviez pas acheter ce vin. La seule manière de le déguster, c'était d'appartenir à un cercle très fermé, composé de monarques et d'aristocrates, et d'avoir le suprême honneur d'être invité par le prince de Conti. Et c'est de là qu'est vraiment partie sa mythologie moderne, nonobstant la qualité intrinsèque de son terroir, que je ne nie pas. Vous savez, je ne suis pas ce qu'on appelle dans le jargon et de manière un peu méprisante, un buveur d'étiquette. En gros, un mec qui ne jure que par la réputation et la rareté d'un vin. Pourquoi ? Parce que l'expérience m'a clairement démontré que des vins à plus de 100 balles qui justifient réellement leurs tarifs se comptent sur les doigts d'une main de manchot. Pourtant, croyez-moi, des grosses quilles, j'en ai quelques-unes au compteur. Et tout aussi bon qu'elles puissent être, quand elles le sont réellement, le gap n'est pas stratosphérique avec d'autres références moins onéreuses, et il s'explique principalement par la rareté et le statut d'objet social de prestige que confèrent ces cuvées. Pourquoi est-ce que je vous fais tout ce laïus ? Parce que vous vous demandez peut-être comment un humble marchand comme moi, qui ne vend que des vins entre 15 et 35 balles, a-t-il bien pu se retrouver à déguster une bouteille de Romanée Conti 2009 ? Un millésime, certes, réputé comme riche et solaire, mais qui compte parmi les plus grandes années de la Bourgogne, pour qui, bien évidemment, préfère les pinots noirs dans un style plus mûr que traditionnel. Et bien tout simplement dans le cadre de mon futur épisode sur la Bourgogne. Alors oui, je le sais, il commence doucement à devenir une arlésienne, mais comprenez bien que pour moi, la Bourgogne, c'est viscéral. Autant je vous expliquais dans ma vidéo sur les vins de Loire que je ne savais pas par quel bout décortiquer ce vignoble, autant pour la Bourgogne, je sais parfaitement où je veux aller. Afin de mieux appréhender la région et d'avoir l'expérience et le recul de la dégustation de tous les grands crus, j'ai participé à un événement organisé une fois par an, uniquement en anglais, par l'école des vins de Bourgogne, qui est l'école officielle de l'interprofession, et il s'agissait de... J'ai même eu mon certificat, regardez. Les pas beau ? En plus, il va niquer toute ma balance des blancs. Cet événement, comme son nom l'indique si bien, consistait en une dégustation étalée sur 3 jours où nous testions les 33 grands crus de la région. Billet d'entrée 2 980 € et, au risque de vous choquer, ce n'est malheureusement pas si cher. Rien que si j'avais dû acheter une bouteille sur le marché gris de Romanée Conti 2009, j'aurais dû payer 13 000 balles. Donc un peu moins de 3 000 balles pour déguster des Chablis, des Montrachet, des Charlemagne. Oui, le Charlemagne tout court en blanc, ça existe. Des Bonnes-Mares, des Clos Vougeot et terminé par tous les grands crus de Vosne Romanée, qui sont juste les flacons les plus convoités au monde,
Eh bien, au regard du phénomène insensé de spéculation que traverse la Bourgogne, cela reste malheureusement relativement accessible. Nous avions la chance d'être encadrés par Jean-Pierre Renard, Un vrai renard. qui, en toute sincérité, est l'un des professeurs les plus passionnants qu'il m'ait été donné de rencontrer. Évidemment, le clou du spectacle était la dégustation des grands crus de Vosne-Romanée, et, clairement, avec le recul, ils sont, à mon sens et selon mes critères, d'un niveau supérieur à ceux de Chambertin et de Moret-Saint-Denis, plus d'expression, de concentration et de raffinement. Et oui, je sais, j'ai volontairement omis ceux de Corton, qui sont un cas relativement à part, malgré un crush énorme sur un Corton rouge 1964 de chez Vincent Rappet, qui était juste à en tomber à la renverse. Le vendredi matin, pour les grands crus de Vosne-Romanée, 8 vins étaient au programme, et bien évidemment, nous allions terminer par la Tâche et la Romanée-Conti, du domaine de la Romanée-Conti, tous deux présentés sur le millésime 2009. Sachant que lors de l'inscription, nous n'avions aucune idée du millésime qui nous serait présenté. Donc là, clairement, on peut dire qu'on a été assez chanceux. Et nous sommes allés crescendo. Les Chezeaux 2010 de la maison Gésium, beau, droit, finement salin et dont le feu de l'alcool était encore bien marqué. Avec un bouquet profond de cerises marasquin, de roses fanées, de prunes, de raisins secs, de peau d'orange et même d'une pointe de fourrure et de chocolat. Le Richebourg 2018 du domaine Anne-Françoise Gros, précis, salivant, d'une subtile sucrosité et avec un nez encore jeune, mais déjà profond et marqué par les fruits rouges bien mûrs, le zane, le calcaire, le poivre blanc, la Romanée 2006 du comte Liger-Belair. À ce moment de la dégustation, c'est clairement mon favori. Un bouquet de fruits rouges finement confiturés avec de la prune mûre, de la réglisse, de la cannelle, des champignons de montagne frais, de l'humus ou encore des fleurs rouges fanées. Je ne vous ferai pas le détail de sa bouche si satinée et enveloppante, je vous dirai simplement qu'en guise d'impression générale, j'ai inscrit « Ah ouais, quand même ». Bien que je ne mettrai jamais 5300 € là-dedans, hein, soyons clairs, c'est du délire. Du délire. On passe sur la Tâche 2009, et là, je suis un brin perdu. Le nez est puissant, toasté, avec des notes de viande carnée, de fumée, de cendre, d'épices ou encore de musc. En fait, j'ai presque l'impression d'avoir une côte rôtie au nez. Toute proportion gardée, hein, ça reste de la Bourgogne. On retrouve de la structure et des tanins assez secs, c'est un style très à part et détonnant par rapport à tout ce qu'on a goûté précédemment. Mais enfin, le Graal arrive. Tout le monde se tait. Silence de cathédrale. Le sommelier de l'école sert lentement quelques précieuses gouttes de ce mythe. Il est là, juste devant moi, à danser dans mon verre, paré de sa plus belle robe rubis au pourtour grenat. Mon cœur s'accélère. Ok, je sais que cela ne vaudra jamais son prix, mais putain de bordel de merde, là, je vais avoir l'occasion unique de déguster une Romanée Conti 2009. Le vin de tous les superlatifs, la quintessence du pinot noir, le flacon bourguignon ultime, dont la légende veut que le satin et le velours de sa bouche n'ont d'égal que son raffinement, sa complexité et la profondeur de ses essences de violette, de griotte, de réglisse, de truffe noire, de rose fanée, de gibier, de musc, d'humus. Je porte enfin le divin nectar à mon nez. Et là, on ne boit pas seulement un grand vin, on boit de la mythologie. Pas grand-chose. Quelques vagues fruits rouges mûrs, un peu grossiers pour être honnête. Une odeur de sol forestier, mais plus le sol d'automne trempé que le sol de montagne de printemps après une fine brise. Un poil de poivre noir, et puis c'est tout. en bouche, fermé, peu concentré, et qui manquait un peu de peps. Je découvre maintenant, seulement je commence à réaliser ce qui s'est passé. Je n'ai rien su faire. Ce vin m'a marqué, car j'espérais qu'il serait le pinacle de ma carrière de dégustateur, mais c'est sans aucune forme de contestation possible la plus grande déception de toute ma vie. Et là, certains esprits chagrins me diront « Ouais, tu fais du Romanée Conti bashing pour te donner un genre, tu veux faire ce genre de mec qui vaut mieux que les autres et qui a des goûts différents. » Ok. Vous pouvez me reprocher ce que vous voulez. Vous pouvez ne pas aimer ma voix, l'ironie ou le cynisme dont je fais parfois preuve, ma locution ou encore mes prises de position. Pas de souci, je me suis lancé sur YouTube en sachant parfaitement que je pouvais me faire juger par des milliers d'anonymes. C'est le jeu. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle vous ne pourrez jamais me critiquer, c'est ma passion du vin. Vous pensez vraiment que lorsque j'ai lâché près de 3000 balles pour la dégustation des 33 grands crus de Bourgogne, je n'avais pas envie de finir en apothéose sur la Romanée Conti, qui plus est pour un millésime ultra réputé comme 2009? Ça, c'est la réaction de Miyabi dans l'adaptation live du manga des Gouttes de Dieu, lorsqu'elle s'essaie à un vin du domaine de la Romanée Conti. Et bah voilà, c'est ce genre d'émotion que je voulais avoir. C'est le genre d'occasion unique que l'on attend toute sa vie. Et là, eh bah rien.
Et pourtant, je voulais l'aimer ce vin, puisqu'Aubert de Vilaine est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de sympathie. Étudiant, j'ai lu nombre de ses interviews m'amenant à penser que ce mec, malgré l'empire qu'il co-dirige, a tout de l'humble agriculteur passionné. Je trouve sa philosophie noble et cela se ressent jusque dans son circuit de distribution, puisque, outre le système égalitaire qu'il a essayé de mettre en place, il réserve 25% de ses vins pour le marché français. Ça peut paraître peu, mais s'il le décidait, il pourrait parfaitement vendre la totalité de sa production à l'international au plus offrant et faire encore plus flamber les tarifs qu'ils ne le sont déjà. Et c'est aussi un homme qui a été moteur dans la reconnaissance des climats de Bourgogne auprès de l'UNESCO et qui, in fine, élève le collectif bourguignon vers le haut. Puis, bon, s'il est aujourd'hui facile de critiquer ce succès mondial, il ne faudrait pas non plus oublier que pendant près d'un siècle, le domaine n'a réalisé aucun bénéfice. Après, oui, je le sais, la vérité d'un moment de dégustation n'est pas forcément celle du lendemain. Par exemple, j'avais déjà eu l'occasion de déguster le Clos des Lambrets millésimé 2008, qui avait été, là aussi, l'une de mes plus énormes déceptions. Et pourtant, lors de ces 3 jours de dégustation en Bourgogne, lorsque nous nous sommes attaqués au Grand Cru de Moret-Saint-Denis, pour moi, le grand vainqueur de la dégustation n'était autre qu'un Clos des Lambrets millésimé 2012. Comme quoi, mais bon, autant vous dire que, à la vue de la rareté et surtout des tarifs de la Romaine et Conti, il est très peu probable que je puisse un jour en redéguster. Et puis vous savez quoi ? Tant pis. C'est pas si grave. J'ai encore moult vins à découvrir qui m'apporteront à l'avenir, et ça je n'en doute pas un seul instant, de grandes émotions. Enfin, pour conclure, je vous dirais qu'il est de notre rôle à nous autres, dégustateurs avertis, sommeliers, journalistes, énologues ou encore vinificateurs, de transmettre qu'au fond, le vin, ce n'est que du jus de raisin fermenté, et qu'il est important de garder les pieds sur terre. Valoriser le travail des vignerons et des vigneronnes, oui. Valoriser la rareté, la spéculation et le marqueur social, très peu pour moi. À bientôt!